On est à se connecter. On est pratiquement en direct alors que je vois merveilleux, ça fonctionne. Bonjour à tous. Bienvenue à notre premier espace proactif sur Twitter. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Toujours un plaisir aussi de retrouver mes acolytes favoris, M. Éric Mermot et Patrick. Salut Éric, comment vas-tu? Salut les amis. Bon, on est surpris qu'il y ait la vidéo sur Twitter. On pensait que ce serait un space, mais bon, on va faire avec la vidéo, hein. On va faire avec la vidéo. Heureusement qu'on n'est pas à poil, hein. Patrick, comment vas-tu du côté de l'Espagne? Alors, c'est le Portugal, mais c'est pas loin, c'est juste à côté. Mais ça va bien, ça va bien. Ça y est, l'hiver est parti, on a payé les impôts, ils s'en sont servis. Maintenant, il fait chaud. On voulait discuter aujourd'hui, bon, évidemment, je crois que tous ceux qui nous suivent depuis longtemps sont en mesure de constater qu'il y a des événements au niveau mondial qui sont en train de prendre forme. Vous êtes impacté du côté de l'Europe à travers ce que nous voyons avec les agriculteurs qui sont en train de prendre le contrôle de certains centres-villes. Quelques messages qu'on voulait discuter, opinions qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et c'était déjà d'entrée de jeu pour mettre la table. Intéressant de voir qu'il y a eu très peu de résistance de la part du gouvernement ou de la police, que ce soit du côté de la France, que ce soit du côté de l'Allemagne ou même du côté de la Belgique là, depuis les derniers jours, à laisser entrer en fait les agriculteurs dans les grands centres comme Berlin et autres. C'est quand même intéressant de reconnaître que ça a semblé très simple de pouvoir aller s'installer. Je veux revenir aussi sur une discussion que Éric, Patrick et moi, on a eue la semaine dernière en privé. Et le contenu s'est avéré intéressant. On s'est dit, donc, ça serait probablement pertinent de le mettre en public, en fait, justement, pour une réflexion générale. Éric, alors que tu m'as éveillé sur certains points qui sont intéressants de ne pas perdre de vue. Donc, écoutez, d'abord, on a eu le Forum économique mondial qui a fait sa conférence annuelle. Comme d'habitude, vous avez des gens très fortunés, des gens de pouvoir qui se déplacent. On a tout compris ça du côté de Davos. Et à la grande surprise de plusieurs, on s'est posé la question à savoir pourquoi des gens tels que Javier Milei, le premier ministre de l'Argentine, avait été invité pour aller faire un discours contre le socialisme. Et il y a eu d'autres personnes aussi, donc Kevin Roberts, qui est le CEO, en fait, de la Fondation Héritage aux États-Unis, qui lui aussi a été invité sur un panel de discussion. Et il est allé marteler, en fait, haut et fort contre le WEF au WEF. Et donc, la première chose qui m'est passée à l'esprit, comme plusieurs d'entre nous, eh bien, depuis plusieurs années, en fait, on attend un éveil. Le peuple est martelé de tous bords, tous côtés. L'humanité est martelée par le contrôle des élites. Et bien là, on est en train de voir un certain éveil après la vaccination, après tous les événements qui ont eu lieu, la tension économique, l'inflation grimpante. Et bien aujourd'hui, on est dans une situation où on est en train de voir les agricoles sortir en force. Et de voir aussi à quel point le Forum économique mondial a un plan bien structuré, bien établi. Et Éric, tu as eu peut-être une position un peu plus drastique, en fait, qui m'a éveillé parce que je suis rempli d'espoir, d'une certaine manière. Quand j'ai vu justement l'éveil et Javier Milei et autres, j'avais encore une fois une perception positive de ça, de dire que bon, il y a un éveil, ces gens-là passent un message que la masse a la capacité d'entendre, mais au bout du compte, tu m'as ramené à une réalité, en fait, auquel je dois acquiescer et comprendre que pour moi, tu as raison. Et d'autant plus que je voulais aussi partager le point de vue de Patrick qui a eu l'occasion de travailler au WEF et de le partager avec vous publiquement aussi, qu'est-ce qui se passe dans le privé lorsqu'on est vraiment à l'interne du WEF. Donc, Éric, je vais te laisser la parole un peu pour suivre la discussion que j'ai en ce moment avec vous tous et que tu nous donnes ton point de vue sur les événements en question. Bon, je vais de nouveau passer pour l'empêcheur de tourner en rond, là, mais... non, mais la réflexion quand on discutait la semaine dernière, c'est de dire, mais si on observe en fait la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe,
En fait, ce qu'on observe, c'est, on va dire, les différents intervenants, notamment les paysans actuellement, mais voilà, y compris les chauffeurs. Maintenant, en Allemagne, on a des grèves annoncées par les chemins de fer. Enfin, tous ces gens-là, en fait, ils sont en train de se défouler sur leurs gouvernements nationaux et sur les entités qui représentent le gouvernement national, notamment en France, les préfectures et les mairies. Et donc, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que ces entités-là sont en train de s'affaiblir, puisque c'est sur elles qu'on déverse notre colère. Au profit de qui? Au profit des entités qui sont supérieures à ces entités-là. Donc, alors là, même si maintenant on a des paysans belges qui vont, on va dire, en direction de l'Union européenne, malgré tout, le mouvement, en fait, il ne va pas directement vers comment dire, les dirigeants qu'on peut qualifier de totalitaires ou peut-être pas dictatoriaux, mais totalitaires en fait de l'Europe, qui eux sont des représentants en fait du globalisme. C'est-à-dire que si on regarde la politique aux États-Unis, à Washington, et la politique à Bruxelles, on constate en fait qu'ils sont plus ou moins alignés contre les États qui sont leurs constituants. On a ce phénomène aux États-Unis où on voit que le Texas dit, il y a une décision de la Cour suprême américaine au niveau central qui dit vous devez laisser passer les réfugiés qui rentrent aux États-Unis. Le gouverneur du Texas répond ah non, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a l'obligation de protéger la frontière, c'est un des mandats en fait qu'on a. Et puis, donc, on a derrière, alors ce qui peut être interprété, c'est pas vraiment certain, mais ce qui peut être interprété comme une représaille économique, c'est-à-dire le gel des autorisations pour la construction de terminaux d'exportation de gaz liquéfié, sachant que le plus gros exportateur de gaz liquéfié en Amérique du Nord, c'est le Texas. Même chose en Europe, on voit qu'on a en fait un conflit entre l'Union européenne et puis la Hongrie. La Hongrie, ayant déjà une politique, on va dire, une posture politique qui est plutôt nationalo-conservatrice, on va dire. Donc déjà, ça ne plaît pas, puisqu'ils affirment en fait un certain nombre de positions contre les décisions centrales de l'Union européenne. Donc on leur bloque, sauf erreur, c'est quelque chose comme 20 milliards d'euros. On leur dit non, pour l'instant, on gèle vos fonds. Puis après, on leur dit, bon, maintenant, on va tenter d'éviter que vous ayez un droit de vote. Et puis maintenant, alors je n'ai pas encore regardé, mais apparemment aujourd'hui a lieu une réunion où, en fait, grosso modo, on devrait expliquer à la Hongrie que c'est soit ils se soumettent, soit on va casser leur économie. On va faire en sorte, en fait, d'affaiblir la Hongrie alors qu'elle est membre de l'Union européenne. Donc, l'Union européenne serait dans une posture où elle affaiblit un de ses constituants. C'est toujours le même phénomène. Donc là, maintenant, les paysans, ils vont s'attaquer, ils vont déverser leur colère, en fait, sur les gouvernements nationaux. Mais en réalité, ça fait que amener de la force, en fait, à l'État régional, qui est l'Union européenne, ou aux États-Unis, pour l'instant, c'est encore un peu fragmenté, mais disons Washington. Et en fait, on va toujours en direction d'un État mondial centralisé. C'est ça la situation qu'on observe dans les faits. Donc évidemment, ça ne met pas vraiment de baume au cœur à Martin quand je dis ça. Mais c'est pourtant effectivement ce qu'on observe. On ne voit pas en fait un phénomène de décentralisation où d'un coup les gens commencent premièrement à s'organiser plus localement, à arrêter on va dire, de collaborer avec les États centraux. Ce qu'on voit plutôt, c'est des mouvements séparatistes qui eux-mêmes vont faire l'aumône à l'Union européenne, par exemple. Typiquement, les gens de Barcelone savent bien ça. Les États, enfin plutôt les mouvements séparatistes, ou plutôt, comment dire, les communautés qui seraient potentiellement séparatistes, reçoivent directement des budgets de l'Union européenne. Et en fait, ils sont complètement. Ça ne passe pas par les États nationaux, ça. Et plus on avance, plus on va dans un mouvement où on a un État régional et puis les entités plus petites qui, évidemment, ont moins de force qu'un État national comme la France ou l'Espagne. D'ailleurs, en parenthèse, l'Espagne, ils sont en train de donner beaucoup plus de prérogatives aux régions au niveau policier, au détriment de la garde civile, qui, elle, est une police militaire, on va dire, au niveau national. Donc, tout va dans ce sens-là. On affaiblit l'État national au profit de l'État régional pour, évidemment, ensuite arriver à un État mondial unique. Donc, voilà, c'est ça qu'on observe actuellement en Occident. Donc, ne pas s'y méprendre actuellement alors qu'on vit un certain positivisme, finalement, à voir les gens s'éveiller, mais entre autres, encore une fois, on sait très bien que les gens de pouvoir s'attendent,
inévitablement à ce que les gens s'éveillent et ils vont utiliser potentiellement cette énergie-là pour la retourner encore une fois et prendre encore plus de pouvoir sur nous. Je parle au niveau de l'humanité. Avant de passer la parole à Patrick, je veux faire un lien aussi qui est intéressant. Je t'écoutais faire ton commentaire, Éric. Ça m'a amené à un point que je considère quand même relativement curieux. Tu mentionnes qu'une des provinces, un des États aux États-Unis qui est à se battre contre le fédéral en ce moment pour pouvoir garder l'aspect conservateur, hein, c'est l'État du Texas, comme tu l'as mentionné, qui veut protéger sa frontière en ce moment. Et tu as fait un lien avec le fait que c'est aussi un des États les plus riches aux États-Unis parce que c'est la production du pétrole américain qui est de ce côté-là. Je fais une analogie parce que ça a allumé une lumière en moi en regardant ce qui se produit dans mon propre pays ici au Canada, où actuellement, la seule première ministre qui est à se battre en fait contre le pouvoir du gouvernement fédéral de Trudeau, c'est Danielle Smith, qui est la première ministre de l'Alberta, qui est la province la plus conservatrice de toutes les provinces canadiennes et qui est, bien entendu, encore une fois, le producteur de pétrole numéro 1 au niveau canadien. C'est intéressant, en fait, le constat que tu fais du lien avec le pétrole, le lien conservateur aussi et le combat qu'il y a actuellement par rapport aux décisions qui sont prises politiques au niveau du gouvernement fédéral. Donc, je voulais juste faire une analogie. Je vais faire un peu de démarche pour comprendre un peu mieux s'il y a un lien réel entre les deux, mais c'est quand même intéressant de voir que le phénomène est le même chez moi que ce qu'on est en train de voir aux États-Unis actuellement. Ouais, c'est tout à fait logique qu'il y ait un lien, parce qu'en réalité, les conservateurs un peu partout, leur posture, en fait, c'est premièrement d'essayer d'être rationnel et pragmatique, et deuxièmement, d'exprimer leur opinion s'ils pensent, en fait, que quelque chose devrait fonctionner différemment. Face à un État totalitaire, il n'y a pas de question à poser. C'est comme ça et c'est pas autrement. Tu obéis, point barre. Donc, évidemment qu'il y a un lien, il y a une corrélation directe entre le fait que les gens aient plutôt une inclinaison, ou une inclination plutôt, on va dire, conservatrice, rationnelle, et le fait qu'ils se fassent rabrouer par les totalitaires. Patrick, écoute, de ton côté, dans une ancienne vie, tu as eu l'occasion de travailler au WEF directement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, en fait, sur ton expérience que tu as vécue lorsque tu étais à l'intérieur? Oui, merci Martin. Oui, alors pour ceux qui ne le savent pas, dans une autre vie, j'ai été ingénieur du son dans l'événementiel précisément, et c'est comme ça que j'ai été amené à intervenir au WEF. Moi, je m'occupais de la retransmission du son de la salle de presse, donc c'est là où tout le monde venait faire les conférences devant les journalistes. Je fais ça de 2004 à 2009. Et ce qui est intéressant à Davos, enfin, la perception qu'on en a quand on y va à plusieurs reprises, c'est qu'en fait, il y a 3 niveaux de discours différents. Il y a le discours qui est dans l'agenda public que tout le monde connaît, donc les réunions publiques, pour les participants qui sont entre 3000 et 3500, donc ça fait quand même pas mal de monde. Donc il y a des réunions un petit peu partout, tout en même temps. Donc ça, c'est l'agenda public. Donc c'est ce qui est filmé, c'est les images que vous voyez. Ça, c'est le premier niveau. Et c'est le niveau le plus, comment je dirais, le plus difficile à décoder parce qu'évidemment, là-dedans, il n'y a pas les vrais messages. C'est le deuxième niveau de réunion qui sont plutôt des dîners privés où là, c'est pas retransmis, c'est pas enregistré. Alors, comment je le sais? Parce qu'une fois, j'ai dû, moi, intervenir parce que le dîner, il y avait beaucoup de monde et ils avaient demandé des micros pour sonoriser les personnes qui allaient intervenir. Donc, il fallait un technicien. Donc, voilà, j'ai participé à ça. Et là, on s'aperçoit que le discours, il n'est pas tout à fait le même que celui qui est public, qu'on a entendu dans la journée. C'est plutôt, en fait, on vous a annoncé ça, et le soir, c'est alors comment on fait pour en profiter au maximum et quel type d'action on va devoir mettre en place pour que les gouvernements soient favorables aux décisions qui ont été annoncées cet après-midi, etc. C'est plutôt ce genre-là de discours qu'il y a dans les dîners du soir. Et enfin, il y a le troisième niveau, où là, même moi, je ne suis pas au courant, qui sont évidemment, si vous réunissez dans la même ville
3500 personnes, dont des chefs d'État, des patrons de multinationales, des responsables d'ONG, etc. Là, en fait, on a des réunions privatives dans des chambres d'hôtel ou des salons, etc. Où là, évidemment, c'est là que se font les deals. C'est là que se font tous les accords avec les pays, etc. Et ça, on n'en entend pas parler, évidemment. Donc voilà, il y a 3 niveaux en fait de discours à Davos qui sont comme ça. Et puis, en fait, pour en parler, ça tourne en ce moment, là, le documentaire de... J'ai oublié son nom, là, le journaliste que tu nous as envoyé hier, Martin. Où il annonce en fait c'est un peu un insider et qu'il invite les gens à aller à Davos pour essayer de rentrer dans les réunions. Alors surtout ne faites pas ça, parce que Davos c'est un peu un camp militaire pendant l'événement. Hein. En fait, vous avez le palais des congrès où déjà en fait il faut rentrer dans la zone autour du palais des congrès qui est entièrement grillagée en fait avec des postes de contrôle. Où là, vous devez montrer patte blanche, donc vous devez avoir un badge que vous avez précédemment acquis ou qu'on vous a remis, qui vous permet de rentrer déjà dans la zone où il y a le Palais des Congrès. Et ensuite, quand vous rentrez dans le Palais des Congrès, vous êtes à nouveau contrôlé pour le cas où vous résidiez dans un hôtel qui était dans la zone fermée. Quand vous rentrez dans le Palais des Congrès, vous avez aussi un contrôle avec votre badge. Vous passez un portique comme quand on prend l'avion là pour un détecteur de métaux. A priori, maintenant, de ce que m'a dit Eric, vous avez aussi des contrôles palmaires en fait, de vos empreintes pour s'assurer que vous êtes bien la bonne personne, malgré le fait que vous ayez la photo sur votre badge. Il y a ça en plus. Donc, on ne rentre pas comme on veut en fait dans les réunions. Dans le documentaire, là, il arrive à rentrer dans une réunion qui est une réunion dans un hôtel. Donc, j'imagine que là, la sécurité était peut-être un peu moins élevée. Mais pour vous donner un ordre d'idée de comment ça se passe à Davos, moi, j'ai dû justement une fois à partir du Palais des Congrès pour aller dans un hôtel, justement, où il y avait une réunion. Et sur le trajet, j'étais avec un collègue à moi. Sur le trajet, à un moment donné, on se fait bloquer par 2 personnes, 2 types habillés en noir, lunettes noires, voilà, Men in Black, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, on s'aperçoit que tous les gens qui sont dans la rue sont bloqués par des personnes habillées tout en noir. Donc le temps s'arrête en fait pendant ce moment-là. Et en fait, là, il y a un hélico qui passe. Et dans l'hélico, il y avait à l'époque Dick Cheney. On l'a appris ça plus tard, parce que voilà, on a raconté un peu l'aventure. Et donc, en fait, voilà, il y a des agents de sécurité un peu partout, des agents secrets. Il y a, je ne sais plus combien de militaires dans les montagnes, parce que c'est en montagne, hein, Davos. Il y a je ne sais plus combien de militaires dans les montagnes prêts à intervenir, qui surveillent en permanence, etc. Donc, c'est très, très, très difficile de rentrer dans la zone. Donc, surtout, n'écoutez pas ce monsieur et n'essayez pas de tenter l'aventure. Vous n'allez pas bien être reçu. Le journaliste en question s'appelle Larry Alex Taunton. J'ai trouvé son nom pendant ton... Donc lui, il devait certainement être envoyé par un média quelconque, auquel cas il avait une accréditation et du coup, il pouvait rentrer un petit peu où il voulait. Donc revenons en fait, alors qu'on a compris qui va profiter, parce que c'est toujours la question. Je veux dire, à qui profite le crime? En fait, c'est exactement ça. Tout ce que nous sommes en train de voir au niveau mondial en ce moment, qui semble être une bonne nouvelle, encore une fois, avec l'éveil des peuples, à qui profite tout cela? Et je veux revenir sur la question aussi de savoir quel était donc l'objectif d'inviter Javier Milei OF, venir dire évidemment que le socialisme est une mauvaise idée et que les gens qui sont dans cette idéologie-là, en fait, ont vraiment le bénéfice à cœur de la planète et autres. Quel était l'objectif selon toi, Eric? Je ne suis pas certain qu'il y ait un objectif. Hein. Ils ont une tendance au WEF à inviter les gens importants ou les gens nouvellement élus, etc. Moi, ce que j'observe, c'est surtout que si on regarde ce que Milei a fait, la première visite qu'il a faite à l'international, c'était à New York. En fait, il était au Fonds monétaire international, enfin, à des institutions financières. Évidemment, il a besoin de financement, il a besoin d'aller rassurer ses donneurs d'ordre, si on peut dire ça comme ça, puisque, évidemment, c'est celui qui détient la dette qui commande.
Et puis, la deuxième chose qu'il a faite, c'est d'aller au WEF pour faire un discours. Alors, moi, j'observe simplement que, en tout cas jusqu'à maintenant, je n'ai pas connaissance d'une visite officielle à un dirigeant national, dirigeant d'un pays. Donc, on revient toujours dans la même chose. Il ne va pas avoir des dirigeants nationaux. Il va avoir, premièrement, des financiers et deuxièmement, une organisation supranationale. Donc, on va toujours dans le sens du mondialisme. C'est toujours la même chose. Des personnes, en fait, alors, deux possibilités avec Milei. Soit il est simplement en train de comme dirait Pat, de montrer patte blanche, justement pour pouvoir implémenter certains programmes en Argentine, ou alors il marche à fond avec eux. On n'en sait rien. Alors j'ai cru comprendre par 2-3 échos par la bande que le discours de Milei n'avait pas du tout plu au WEF. Ils étaient un tout petit peu embêtés. Mais bon, comme dit Pat, ça reste en fait le discours public. Après, le soir, quand on discute à table, quel connard ce Milei, hein, qu'est-ce qu'on en a à branler de ce qu'il rapprend? De toute façon, nous, on continue. Voilà, comment est-ce qu'on va faire du business? Comment est-ce qu'on va aller en direction de la mondialisation, etc. etc. Donc, j'ai l'impression, moi, qu'il est plus traité comme une sorte de saltimbanque, un gars qui fait un peu d'animation dans le WEF, plus qu'autre chose. Patrick, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est un bon exemple, en fait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, Javier Milei. L'ouverture du congrès de Davos, c'est toujours un chef d'État qui fait un discours. C'est toujours comme ça. Alors, évidemment, le chef d'État change. Chaque année, c'est un État différent. Ça ne peut pas être 2 fois le même président qui va faire un discours d'ouverture. Ça change tout le temps. Ça tourne. Et en ce qui concerne Javier Milei, c'est intéressant parce qu'une de ses premières actions quand il a été élu, c'est de dire les BRICS, on ne va pas y aller, nous. Donc, du coup, ça a intéressé évidemment le camp adverse qui a dû certainement commencer à prendre contact avec lui pour lui demander, voilà, pour engager les discussions, très certainement. Et donc, du coup, il a invité pour faire le discours d'ouverture à Davos. Ce qu'il fait, et donc évidemment, il a le discours qu'il a tenu là, qui est assez surprenant. Mais ça, c'est le discours public, effectivement, comme l'a bien noté Eric. Après, effectivement, il a sûrement des réunions avec effectivement des banquiers, des hommes d'affaires, des dirigeants de multinationales, etc., pour positionner en tout cas son pays, négocier des implantations d'entreprises, etc. Enfin voilà, tout un tas de choses qui évidemment sont l'opposé, pas forcément 100%, mais voilà, qui change un peu du discours qu'il fait en ouverture. Donc voilà, c'est typiquement en fait, voilà, Davos, c'est ça. T'as le devant de la scène, et puis quand tu tires le rideau, bah, tu vois tout ce qui se passe derrière en fait. Tu vois, mais évidemment le rideau, tu peux pas le tirer comme ça. Toujours dans le même contexte, je veux aussi parler parce que pour moi, c'est très similaire aussi. Encore une fois, les gens s'éveillent, c'est les gens qui nous regardent depuis plusieurs années, qui voient clairement la direction que nous sommes en train de prendre et de voir aussi à quel point il y en a plusieurs qui ont mis énormément d'espoir dans Donald Trump, parce que je veux sauter à Donald Trump. J'ai fait une vidéo rapide cette semaine un peu pour exposer à quel point il doit déranger. Je pense que vous l'avez probablement vu. Il ne doit pas faire nécessairement que de mauvaises choses parce qu'il se fait attaquer de tous bords, de tous côtés là, par le globalisme, par les élites. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut considérer qu'un homme comme Donald Trump est le sauveur? Et j'utilise vraiment le terme sauveur parce qu'il y en a plusieurs qui ont mis énormément d'espoir dans cet homme-là pour transformer les choses au niveau mondial. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce qu'on est dans Est-ce qu'on demeure encore une fois, lorsqu'on regarde la situation entre Trump, le gouvernement américain, le contexte économique et tout ce qui se déroule aux États-Unis, en fait, Eric, si je t'entends bien, c'est qu'on est encore dans la même pièce de théâtre, la même mise en œuvre. Plusieurs personnes croient qu'il est le sauveur, mais en fait, il fait partie d'un groupe privilégié. Il a son propre intérêt. Comment vois-tu la chose? Ouais, je n'irai pas autant à l'extrême que ça. Moi, je dirais plutôt que, de manière générale, un politicien, entre ce qu'il promet pour être élu et puis après ce qu'il a la capacité de faire, il y a un monde. Ça, c'est déjà le premier truc. Ouais. C'est que les gens se sentent souvent trahis par les politiciens qu'ils ont élus, mais la réalité, c'est que c'est l'administration qui dirige les États. Ce n'est pas les politiciens.
les politiciens arrivent, ils partent. Par contre, l'administration, elle reste, les gens sont en place. Voilà, ils évoluent à l'intérieur de l'État. L'impression que ça donne actuellement, en fait, c'est que effectivement, Trump fait très, 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 très peur je dirais aux pro-guerre, ou en tout cas ce qu'ils appellent les néoconservateurs aux États-Unis. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent, en fait, pour cimenter les démocrates au pouvoir, jusqu'au point, justement, d'essayer d'importer 30 millions d'étrangers dans le pays pour ensuite les régulariser rapidement pour qu'ils puissent voter, et évidemment qu'ils voteront côté démocrate. Sachant qu'aux États-Unis, ce que disent les politologues, c'est que les indécis, en fait, les gens qui font la différence, c'est à peu près 17 millions de personnes. Alors ça, c'est le paramètre actuel. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que vu le nombre de guerres qui sont en train d'être lancées par le gouvernement Biden, ça ressemble aussi au fait que, ok, ben bon, s'il est élu, le Trump, ben en fait, il va prendre le blâme en fait pour toutes ces catastrophes. Donc il y a vraiment ces deux approches parallèles. D'un côté, ce serait pour eux une catastrophe qu'il soit voté, qu'il soit élu, parce que justement, il a véritablement, je pense, un programme pro-américain, alors que les autres, c'est pas un programme pro-américain, c'est un programme pro. Il y a deux niveaux, pro-producteur d'armes et messianique, c'est-à-dire toute la question de la fin des temps au niveau religieux. Là, ces gens-là ils sont complètement là-dedans, en cheville avec l'État d'Israël. Donc, voilà. Donc, soit ils arrivent à cimenter les démocrates totalement incompétents, voire même séniles, au pouvoir, auquel cas ils continuent à faire ce qu'ils veulent, soit Trump est élu, et puis après, c'est l'anarchie en fait à l'intérieur de l'État, puisqu'il y a un rapport de force. Le président va à l'inverse de l'administration et des objectifs de l'État, on va dire de la structure des gens qui sont dans l'État, et donc on fait en sorte que ils prennent le blâme en fait. Hein. Donc voilà, ça ressemble à ça, je pense, la situation actuelle. Et on s'entend que personne va accepter les résultats des élections de cette année, s'il y a une élection cette année. Personne va accepter les résultats parce que les fraudes ont été démontrées d'un côté. Bon, on comprend là, le jeu du parti unique, hein, en fait, parce que à nos yeux, on a deux partis, mais en fait, il y en a un seul. Et de voir justement un outsider comme Trump qui n'est pas un politicien de carrière, ben, ça semble déranger, mais je ne crois pas non plus, comme on le disait un peu plus tôt, que cet homme-là est vraiment le sauveur tel que plusieurs l'espèrent. Patrick, tu voulais ajouter autre chose à ce sujet? Oui, peut-être pour apporter un autre angle de vue. On sait a priori que Trump n'est pas un va-t-en-guerre. Il essaye d'éviter au maximum les conflits armés parce qu'il ne veut pas envoyer les soldats. Et puis lui, c'est un homme d'affaires, il a l'habitude d'utiliser la finance, et donc son arme à lui, c'est la finance. Il a toujours dit que voilà, il pouvait mettre des pressions financières sur les pays pour régler des conflits. Et ça pose un problème à une partie évidemment de personnalités importantes aux États-Unis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'industrie de l'armement, et c'est un gros business en fait la guerre aux États-Unis. Hein, et pas de guerre, pas d'argent. Donc il y a un paquet de personnes qui sont contre Trump, pas forcément pour ses idées ou sa vision des choses. Bon, après on partage ou pas, mais je pense que c'est plus, il y a un intérêt plus financier derrière, parce que on parle vraiment là de beaucoup d'argent. Et il y a pas mal de gens, notamment une partie de l'armée. Je vous encourage à regarder d'ailleurs vous avez des films qui documentent très bien le presque conflit, presque Troisième Guerre mondiale avec JFK. C'est un film qui s'appelle 13 jours, je crois, où on voit bien que les militaires, en fait, ont des sortes de mécaniques pour essayer de faire escalader en fait le conflit, pour qu'on arrive à un moment donné où il faut rentrer en guerre, parce que voilà, il y a des codes, il y a des montées en fait en puissance de réponse qui font qu'à un moment donné, on est obligé d'y aller. Voilà, et je pense qu'il y a une partie effectivement de l'armée et puis de personnes qui sont à la tête des entreprises de fabricants d'armes qui ne veulent pas voir Trump arriver parce qu'ils savent qu'avec lui, il n'y aura pas de guerre. Et donc, ça pose un problème. Oui, puis je pense que tu sais, le C-19 avec toute la situation biopharmaceutique qu'on a vue dans les dernières années a permis à plusieurs personnes en fait de faire une prise de conscience, de voir à quel point le jeu corporatif est vraiment déterminant en fait dans les positions, parce que
à partir du moment où tu as la main dans la jarre à biscuits, tu pousses dans cette direction-là. Donc, effectivement, si on comprend bien que le complexe militaro-industriel américain finance d'entrée de jeu des généraux, des colonels, des gens qui sont au pouvoir décisionnel de l'armée américaine, ben, vous avez compris que c'est normal qu'on pousse dans cette direction-là. À même titre qu'on a vu, encore une fois, les biopharma s'implanter dans les collèges de médecins, dans les ci, dans les ça. Et plus on est en train d'ouvrir et de voir les nouvelles qui démontrent encore à quel point il y a eu énormément de conflits d'intérêts, ben, cette structure de conflit d'intérêts-là, elle est omniprésente dans la majorité, si ce n'est pas tous les secteurs d'activité. Donc, c'est ce qui est mis en lumière. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Écoutez, on a couvert le sujet du jour et tristement, donc, on voulait faire un space. Finalement, ça s'est transformé en vidéo. On voulait interagir avec les gens. On refera un space dans les prochains jours, les prochaines semaines, de manière à pouvoir interagir directement avec les gens qui peuvent commenter au-delà de la vidéo. C'est un peu notre erreur ce matin. On teste un nouveau système de logiciel avec StreamYard et X. On s'attendait à ce que ça crée un effet space, mais en fait, c'est une vidéo tout simplement retransmise. Donc, on s'excuse de ce côté-là. Tant que ce n'est pas un space cake, ça va. Oui, exact. Mais là, on serait tous à Amsterdam. Qui d'ailleurs, en passant, voulait déménager le Red Light. Si j'ai lu quelque chose, en tout cas par rapport à ça, je pense que la gouvernance là, de la ville d'Amsterdam veut prendre des mesures contre le Red Light. Ce qui serait dommage, en fait, c'est un espace touristique intéressant. Ouais, surtout que les femmes hongroises, si l'Union européenne passe à l'action de son plan de déstabilisation économique, eh ben, elles vont de nouveau devenir extrêmement convoitées sur le marché européen, malheureusement, comme c'était le cas il y a 25 ans. Ouais. Donc, sur ces belles paroles, écoutez, merci encore une fois, Éric, pour ta disponibilité, tes commentaires sur le sujet. N'hésitez pas à commenter aussi sur le fil Twitter directement d'Espace Proactif. Patrick, même chose. Merci d'avoir partagé ton expérience à l'intérieur du WEF avec les différents paliers décisionnels et comment le business s'effectue à l'interne. Ça a été très intéressant. Éric, je te laisse le commentaire et ensuite on termine avec Patrick. Vas-y, Éric. Ouais, je n'avais pas grand-chose à dire. Merci d'être là. Et puis, jetez un œil à nos offres côté Espace Proactif pour ce qui est de l'investissement et la finance. Oui, il y a eu des très beaux documents qui ont été écrits au fil des dernières semaines concernant le secteur minier de Bitcoin. Il y a eu aussi d'autres positions là, dans l'or qui sont intéressantes à surveiller. Patrick, je te laisse la parole pour terminer. Merci à tous. Eh bien, merci à vous deux pour voilà, cet moment ensemble. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo sera disponible au-delà de juste la diffusion en direct. Comme ça, pour ceux qui l'ont raté, vous pourrez la revoir voilà, à votre convenance. Et puis, continuez de surveiller. Inscrivez-vous sur notre Twitter, profitez-en, parce qu'on va évidemment réitérer l'événement. Alors, peut-être pas en vidéo, mais ce sera sous une autre forme. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis, effectivement, rendez-vous sur espaceproactif.com pour les dernières nouvelles.